Imagine une succession de labyrinthes sombres, profondément enfouis sous terre. Ils regorgent de périls cachés et de découvertes inattendues. Attrape ta lampe torche et laisse-nous t'emmener à la découverte des grottes les plus effrayantes jamais visitées par l'homme. La première destination sur notre liste est Cathedral Caverns, en Alabama. À l'origine, cet endroit s'appelait Batcave, mais il a été rebaptisé en raison de son aspect. Et suite à une plainte de Bruce Wayne. En l'approchant, on ne peut s'empêcher de remarquer son immense entrée de 38 mètres de large et de 8 mètres de haut. Mais cette arche grandiose n'est pour aucune entrée en matière. À l'intérieur de la grotte se trouvent certaines des plus belles formations que la nature ait jamais créées. L'une des plus célèbres d'entre elles est probablement Goliath. Une stalagmite géante de 14 mètres de hauteur pour une circonférence de 74 mètres. Parmi les autres sites étonnants à visiter, citons un homme des cavernes en équilibre au sommet d'une coulée minérale, une chute d'eau gelée et une véritable forêt de hautes stalagmites. Tu es probablement curieux de savoir comment un endroit aussi fascinant a pu se retrouver sur la liste des grottes les plus effrayantes au monde. Le truc, c'est que la taille exacte de cette grotte nous est encore inconnue, et seuls 3 km environ sont cartographiés et ouverts au public. Mais la grotte peut se montrer traîtresse de temps à autre, et c'est ce qu'elle fait. Par exemple, les producteurs du film de science-fiction de 1984, What Waits Below, ont tourné de nombreuses scènes dans Cathedral Caverns. Mais pendant le tournage, 17 acteurs et membres de l'équipe ont été intoxiqués au monoxyde de carbone et ont dû être immédiatement amenés à l'hôpital, évitant de justesse des conséquences tragiques. Mais poursuivons notre chemin jusqu'à Moaning Caverns, soit la caverne qui gémit, en Californie. Ce qui la rend particulièrement effrayante, c'est l'étrange son de respiration qui s'en dégage. Il est produit par l'écoulement de l'eau au travers d'ouvertures en forme de bouteille à la base de la grotte. Si une personne ignorant la nature de ce souffle s'en approche, cette inquiétante respiration pourrait bien l'inciter à s'éloigner au plus vite. En revanche, ces gémissements ont pu susciter la curiosité de quelques aventuriers. Et généralement, cela ne s'est pas très bien terminé pour eux. Des chercheurs ont retrouvé les restes de plus d'une centaine d'hommes préhistoriques tombés dans le gouffre de la grotte il y a environ 13 000 ans. Aujourd'hui, il est possible de faire le tour de la grotte, mais pas plus profondément qu'à 50 mètres depuis l'entrée du gouffre. Si tu te sens particulièrement audacieux, tu peux descendre en rappel. Mais il te faudra quand même ressortir en empruntant un escalier de fer forgé à l'allure gothique. Attention à ne pas glisser, ça ferait une sacrée chute. La prochaine grotte que nous allons visiter porte le nom inquiétant de Hell Hole, et elle se trouve en Virginie occidentale. Elle est suffisamment connue pour avoir inspiré quelques films d'horreur. En dépit de son nom, l'endroit est plutôt frais, mais pas moins effrayant pour autant. La température moyenne à l'intérieur de la grotte est d'environ 8 degrés. Ce qui en fait un habitat idéal pour une grande variété de chauves-souris et d'autres créatures cavernicoles moins communes. À vrai dire, en hiver, la grotte abrite environ la moitié de la population mondiale des chauves-souris, dites oreillards de Townsend. Ces créatures sont en danger critique d'extinction et extrêmement vulnérables. Mais cela n'empêchera pas un frisson de te parcourir les chines lorsque tu verras une nuée de 20 000 chauves-souris criant et battant des ailes. Bell Witch Cave est une formation relativement petite située dans le Tennessee. Et malgré son apparence anodine, elle sert de point de départ à une histoire tout aussi fantastique que proprement terrifiante. Selon la légende, au début du XIIe siècle, une famille de fermiers locaux a subi les méfaits d'un fantôme. Celui-ci faisait beaucoup de bruit la nuit, arrachait les draps des lits et s'en prenait même aux fermiers ainsi qu'aux membres de sa famille. En bout de compte, le fermier a fini par mourir et une fiole contenant un mystérieux liquide noir a été retrouvée à côté de lui. Certaines personnes ont alors cru que le fantôme était parvenu à l'empoisonner d'une manière ou d'une autre. Peu après, l'esprit s'est désintéressé de la famille du fermier. Les habitants de la région se sont alors persuadés que le fantôme était retourné dans une grotte tout près de la ferme. Ils croyaient également que cet être surnaturel avait juré de revenir quand le temps serait venu. Aujourd'hui encore, les habitants de la région font état d'événements étranges survenus autour de la grotte.
Ils sont prêts à jurer que ceux-ci sont liés aux fantômes qui narguaient autrefois cette famille. On parie que, quel que soit ton degré de scepticisme, cette grotte te fichera la chair de poule. Et voici Wind Cave, la grotte du vent, dans le Dakota du Sud. À première vue, cette caverne n'a rien d'effrayant. Pas de nuées de chauves-souris en effervescence, pas de vestiges anciens ou de gaz toxiques. Mais la grotte abrite une caractéristique géologique très rare, qui tend à faire froid dans le dos. Nulle part ailleurs dans le monde tu ne trouveras un réseau aussi étendu de filonnettes de calcite en relief, ou boxwork. Comment Wind Cave a-t-elle pu créer les conditions parfaites à l'émergence de ces veines de calcite? C'est encore un mystère. Mais ce que l'on remarque, c'est que ces veines ressemblent un peu trop à une gigantesque toile d'araignée. Même s'il ne s'agit que d'une anomalie géologique, il est difficile de regarder ce réseau sans imaginer des milliers d'araignées des cavernes se faufilant le long de ces minces fils de minéraux durcis. Laisse-nous maintenant t'emmener dans un endroit qui semble hors du commun. Il n'y a rien de mystérieux ou de dangereux dans ce lieu, mais il est assez unique en son genre. La vie à l'intérieur de cette grotte s'est trouvée isolée du monde extérieur pendant environ 5,5 millions d'années. Et cela se voit. Rends-toi compte par toi-même. En raison de cet isolement prolongé, les conditions à l'intérieur de la grotte de Mauville sont telles qu'elles n'existent nulle part ailleurs dans le monde. En dépit du manque de lumière à l'intérieur de la grotte et de la toxicité de l'air environnant, un écosystème unique y prospère. Cette grotte est située à quelques kilomètres à l'ouest de la mer Noire, en Roumanie, et a été découverte pour la première fois en 1968. Aujourd'hui, on ne peut la visiter qu'avec une autorisation spéciale. Mais même si tu t'en procurais une, les cavernes centrales sont naturellement protégées par des tunnels calcaires très étroits et des puits abrupts. Les personnes souffrant de claustrophobie ne devraient donc en aucun cas pénétrer dans cet endroit. Au fond de la grotte, l'air contient 2 fois moins d'oxygène que l'air extérieur. Il recèle en revanche beaucoup de dioxyde de carbone et de sulfure d'hydrogène, ce qui signifie que c'est loin d'être l'air le plus frais que l'on puisse respirer. Il fait également nuit noire à l'intérieur de la grotte. Mais malgré, ou plutôt grâce à ce cocktail de conditions extrêmement difficiles, le site est une véritable mine d'or pour les biologistes. La vie semble y battre son plein. Dans une étude réalisée en 1996, les scientifiques ont identifié 48 espèces vivant dans la grotte. 33 d'entre elles étaient uniques à celle-ci. La plupart des créatures qui y résident sont minuscules. Elles disposent de longs membres et d'antennes qui les aident à se repérer dans les ténèbres. Elles sont complètement aveugles et dépourvues de pigmentation. Ce qui semble logique. Quel besoin y a-t-il de voir quand on vit dans l'obscurité totale? Et à quoi bon se parer de couleurs chatoyantes si personne ne peut nous voir? Maintenant, prépare-toi à explorer une autre grotte, tout aussi époustouflante mais d'un genre très différent. Il s'agit de la Cueva de los Cristales, ou Grotte des Cristaux, au Mexique. 16 cristaux massifs ont été découverts en l'an 2000 par une compagnie minière, après que toute l'eau ait été pompée hors de la grotte. 2 mineurs ont alors pénétré à pied dans la caverne asséchée et ont vu ces cristaux. Ces formations impressionnantes sont en fait d'énormes piliers de gypse cachés à 300 mètres sous terre. Les scientifiques estiment que ces cristaux pourraient avoir poussé pendant près d'un demi-million d'années. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux sont si longs et si larges qu'on peut carrément les traverser à pied. Malheureusement, il est impossible de visiter cette merveille de la nature pour le moment. Mais c'est peut-être mieux ainsi, car la grotte des cristaux est un endroit dangereux, qui peut facilement se transformer en piège. Pendant des dizaines de milliers d'années, elle a été remplie d'eau souterraine qui, à l'origine, était poussée vers le haut dans l'ouverture par une chambre magmatique située dans les profondeurs de notre planète. Le magma présent sous la grotte maintenait l'eau chaude. Mais la température de celle-ci a fini par descendre en dessous de 58 degrés. En conséquence, l'eau a commencé à se remplir de calcium et de sulfate, dont les particules ont fini par se recombiner pour former du gypse. C'est alors que des cristaux de couleur blanche ont envahi la grotte, et comme ils sont restés sous l'eau, ils ont pu continuer à croître. Au cœur de la forêt amazonienne se trouve une caverne si vaste qu'elle défie l'entendement. Longue de 610 mètres, elle est assez grande pour qu'un être humain puisse y circuler librement. Ses parois sont marquées de profondes griffures énigmatiques. Et ce n'est pas un cas isolé.
Si vous vous rendez dans le sud du Brésil, vous trouverez plus de 1500 cavernes similaires, allant de modestes terriers à de véritables galeries monumentales. Ces grottes n'ont rien des cavernes classiques pleines de chauves-souris. Il s'agit de ce que les chercheurs appellent des paléothériers, d'anciennes structures souterraines creusées par des bêtes si énormes qu'elles font paraître nos éléphants minuscules. Quoi qu'elle ait été, la créature responsable a excavé à elle seule l'équivalent de la masse de 800 éléphants. Je sais, cela ressemble encore à une grotte ordinaire, mais les spécialistes ont vite remarqué qu'elle était particulière. Ses parois étaient bien trop régulières, et le sol, remarquablement lisse. Or, ni l'eau ni l'érosion ne peuvent produire des marques aussi précises. Ces grottes brésiliennes constituent les plus vastes archives géologiques d'une activité animale connue, comme si l'on entrait dans une habitation préhistorique bâtie par des créatures de la taille d'une voiture. Pour résoudre ce mystère, les chercheurs ont examiné les griffures sur les murs et ont conclu qu'elles avaient sans doute été faites par d'énormes paresseux terrestres, une espèce nommée Valgyps, dont le poids pouvait avoisiner les 4 tonnes, et qui aurait pu dévorer en 3 jours l'équivalent de votre alimentation annuelle. Aussi massifs soient-ils, ces animaux ne pouvaient creuser seuls d'aussi longs tunnels, ils devaient collaborer. C'est pourquoi les scientifiques pensent que plusieurs paresseux utilisaient un même tunnel et le creusaient ensemble. Il se peut même que de gigantesques tatous aient contribué à l'ouvrage, car ils étaient des excavateurs extrêmement habiles, et eux aussi habitaient à cette région. D'accord, mais pourquoi un paresseux ou un tatou géant aurait-il besoin d'un terrier long de 610 mètres? Excellente question. Et la vérité, c'est que les scientifiques ne le savent pas encore avec certitude. Il paraît peu probable qu'un tel ouvrage ait été creusé uniquement pour fuir les prédateurs, surtout quand on sait qu'un tigre à dents de sabre aurait pu y pénétrer sans difficulté. À moins qu'il n'ait inventé des systèmes de sécurité préhistoriques, cette hypothèse comporte quelques failles. Haha, jeu de mots pleinement assumé. La meilleure hypothèse concerne sans doute le climat. À cette époque, le monde était plus sec et plus froid. Certaines espèces de paresseux géants prospéraient justement durant les périodes de transition climatique, entre glaciation et réchauffement. Bien que leur masse corporelle les ait protégés contre les variations habituelles, des écarts brusques de température ont probablement poussé ces animaux à s'abriter pour survivre. Et tout comme leurs descendants actuels, ils avaient sans doute du mal à réguler leur chaleur corporelle. Or, se réfugier sous terre leur permettait de préserver leur progéniture et d'économiser leur énergie. Plus un corps est massif, plus il est coûteux à maintenir. Certains chercheurs avancent que ces tunnels ont pu servir de repères partagés à tour de rôle. Un paresseux s'y installe, creuse un peu, laisse quelques traces de griffes, puis repart, et plus tard, un autre investit l'endroit, y ajoutant sa propre signature. En somme, une sorte d'auberge espagnole pour mégafaune préhistorique. Tous les indices pointent vers une forme de multipropriété plutôt qu'une occupation exclusive. Après tout, ces créatures n'étaient en guère sociables. Paresseux comme Tatou préféraient la solitude en duo, généralement mère et petit. Quant au père, il ne restait que pour la partie plaisante. Mais vous aurez sans doute remarqué un léger détail. Ces créatures ont disparu depuis longtemps. Leur extinction remonte à environ 11 000 ans, au moment où les humains ont commencé à se répandre sur la planète, alors qu'une ère glaciaire touchait à sa fin. En vérité, 80% des mammifères pesant plus d'1 kilogramme ont disparu à cette époque. Le premier coupable est bien sûr celui que l'on retrouve toujours sur le banc des accusés, l'être humain. Il y a environ 10 000 ans, une vague de chasseurs experts, munis d'outils distinctifs comme les pointes de lance, a traversé l'Amérique du Nord. La théorie veut que la faune locale n'ait pas su réagir face à ce nouveau prédateur, devenant ainsi une proie facile. Une fois les grands herbivores éliminés, les carnivores ont décliné à leur tour faute de nourriture. Et la chasse n'a pas été le seul facteur. Les premiers humains ont sans doute aussi perturbé les écosystèmes, rendant la vie encore plus difficile pour les grandes espèces. Mais attendez, il y a un autre suspect, le changement climatique. À peu près à la même époque, le climat terrestre a connu un bouleversement majeur. Il est passé d'un froid extrême à un froid plus modéré. Pour situer, la température moyenne avoisinait les 8 degrés Celsius, ce qui a entraîné des saisons instables et la disparition progressive de nombreuses plantes.
Et lorsque la végétation décline, les grands herbivores, comme nos paresseux géants, se retrouvent privés de ressources, ce qui les fragilise davantage. De nombreux chercheurs estiment aujourd'hui que les activités humaines et les bouleversements climatiques ont tous deux contribué à l'extinction, mais selon des modalités différentes suivant les régions. Ici, l'homme aurait rompu l'équilibre. Ailleurs, la nature seule aurait mené l'œuvre à son terme. Quoi qu'il en soit, cette conjonction fatale a scellé la fin des géants. Il s'avère qu'une taille colossale n'est pas toujours un avantage. Les grands animaux vivent plus longtemps et se reproduisent lentement, ce qui les rend extrêmement vulnérables lors des catastrophes. Et leur rétablissement est d'une lenteur dramatique. Après la disparition des dinosaures, par exemple, il a fallu près de 15 millions d'années avant que de nouveaux méga-mammifères n'émergent à leur tour. La dernière extinction majeure remonte à environ 12 000 ans. Une durée bien trop courte pour permettre l'évolution de nouvelles créatures massives. Les plus grands animaux terrestres d'aujourd'hui, comme les éléphants, les rhinocéros ou les bisons, ne sont pas de jeunes espèces. Ce sont les survivants aguerris d'un ancien cataclysme. Et nous partageons encore la planète avec le rorqual bleu, le plus grand mammifère ayant jamais existé. Mais pourquoi certains animaux préhistoriques sont-ils devenus si énormes au départ? En réalité, la taille offre plusieurs avantages. Malgré tout ce que l'on sait sur l'extinction, elle protège des prédateurs et apporte un avantage dans la lutte pour la nourriture. Quand les herbivores prenaient de l'ampleur, les carnivores devaient suivre, sous peine d'être dépassés. L'environnement joue aussi un rôle fondamental. Les animaux à sang froid peuvent grandir davantage dans les régions chaudes afin de mieux dissiper la chaleur, tandis que les géants à sang chaud s'épanouissent dans les climats froids pour mieux conserver la leur. Un paléontologue a avancé que certains végétariens de taille démesurée avaient bien besoin d'un ventre énorme juste pour digérer les plantes ligneuses de leur époque, comme s'ils transportaient un bar à salade dans leur abdomen. Il faut aussi parler de l'oxygène. À l'époque, l'atmosphère terrestre en contenait bien plus qu'aujourd'hui. Et cela change tout, surtout pour les espèces dotées de systèmes respiratoires peu efficaces, comme les insectes. Ce surplus d'oxygène leur permettait de croître davantage et d'être plus actifs. Un véritable mode turbo offert par la nature. Il convient également de mentionner les os, en particulier ceux qui étaient de plus légers. Nombre de dinosaures géants possédèrent des sacs aériens intégrés à leur squelette, à l'image des oiseaux actuels. Leurs os restaient solides sans devenir trop lourds, ce qui leur permettait d'atteindre une taille impressionnante sans s'effondrer sous leur propre poids. Ces sacs aériens servaient aussi au refroidissement, ce qui est vital quand on est littéralement une chaudière ambulante de muscles. À l'inverse, les mammifères modernes subissent les limites imposées par la gravité et la biologie. Des corps plus volumineux exigent un cœur plus robuste, des poumons puissants et une pression sanguine suffisante. Or, la terre ferme n'apporte que peu de soutien. C'est aussi ce qui explique pourquoi les baleines ont dépassé les dinosaures en taille. L'océan agit comme un système de soutien naturel. Grâce à la flottabilité, leur masse est portée, ce qui permet au rorqual bleu d'atteindre une masse impressionnante de 150 000 kg, sans finir aplati. Sur la terre ferme, une telle corpulence poserait de graves problèmes physiologiques. Ainsi, les anciens géants n'étaient nés pas de simples bizarreries de la nature, mais le fruit d'un équilibre précis entre air, nourriture, environnement et lois physiques travaillant de concert. Cette extinction fut certes une tragédie pour les paresseux géants, ces véritables ingénieurs de la nature, mais elle nous a sans doute évité de cohabiter avec des insectes de la taille de corbeaux, comme certains méganisoptères, ou encore des 1000 pattes de près d'1,80 m de long. Gloops! Sur ce, si vous le permettez, je vais aller rendre hommage aux paresseux modernes, lents, petits et heureusement incapables de remodeler la planète, ou de me provoquer des crises de panique entomologique.